pourquoi j'ai choisi un peu ce sujet pardon, de design thinking et son lien avec la pédagogie, quelque part. Donc là, le titre simple, on va dire, de mon exposé, c'est Design Thinking au service de l'apprentissage et de l'enseignement. Donc, je vais vous dire pourquoi je m'intéresse à ce sujet. C'est quelque part mon dada, on va dire, le sujet de design thinking et la pédagogie, les deux. Donc, je vais vous raconter rapidement qui suis-je, donc là, quel est mon parcours. Donc, j'ai occupé le poste de concepteur technopédagogique pendant quelques années à l'université Paris-Saclay. Ça s'appelait avant l'École centrale Paris, et donc là, c'est une fusion donc, en France, donc sur le plateau de Saclay. Et donc, tout au long de ces quelques années, aux alentours de 4-5 ans de travail avec les professeurs, notamment dans le monde de l'ingénierie, j'ai vu passer beaucoup de cours et beaucoup d'activités, notamment basées sur projet. Donc, que ce soit à distance ou des formations qui étaient en mode hybride ou en présence également. Pendant ce temps-là, j'ai également réalisé une thèse de doctorat sur le sujet de management de l'innovation dans la discipline de génie industriel, avec un focus sur la méthodologie design thinking. Et donc, mon objectif, c'était de savoir en quoi design thinking pourrait devenir, en quoi cette approche, elle est une approche structurante dans l'activité des petites entreprises, des startups qui produisent des produits et services, notamment des produits à base des technologies. Donc, j'ai réalisé cette thèse de doctorat en France et puis également une dernière partie donc, à l'université de McGill, sur la dernière partie de cette thèse de doctorat. Et donc, j'ai eu également la chance de travailler avec deux startups de l'université de McGill avec l'approche design thinking, un peu améliorée, un peu augmentée, j'ai envie de dire. Donc là, pourquoi je vous parle de tout cela? Parce que le volet design thinking, c'est quelque chose que je connais plus ou moins bien, j'ai envie de dire. Donc, je ne peux jamais prétendre être un expert sur le sujet, mais en tout cas, bon, j'ai de l'expérience sur ce sujet-là. Et puis également la pédagogie à côté. Et après, pendant quelques années, j'ai essayé de tester, on va dire, le lien on va dire, entre l'approche design thinking et la pédagogie. Et donc là, en tout cas, d'un point de vue recherche, pour moi, c'est nouveau, voire même expérimental. Et donc là, je suis là plutôt pour réellement discuter et puis apprendre de nos débats et de nos discussions et également de savoir si vous avez eu l'expérience en la matière. Donc, très rapidement, le constat que j'ai eu en travaillant avec notamment les startups innovantes à Paris, dans la région parisienne, c'est que souvent, on fait de la conception innovante, mais on ne se rend pas compte qu'il y a plusieurs méthodologies qui existent, souvent, dans un premier temps, ou si on connaît ces méthodologies-là, au mieux on les utilise, mais on les utilise pas nécessairement à bon escient, où il y a un manque d'encadrement, d'accompagnement de ce type de méthode. Et donc, le résultat, c'est que, bon, finalement, on se rend compte que la technologie, finalement, ne répond pas à un besoin. Et donc là, il y a un manque de réellement travail sur l'analyse de besoins. Donc là, ce qui est vraiment la phase initiale, si vous connaissez un tout petit peu l'approche design thinking. Et donc, il y avait un sujet qui était moi, j'ai pris ça à cœur, c'était vraiment l'utilité de la technologie, ou en tout cas de produits et services développés dans un processus d'innovation. À quoi ça sert? Est-ce que ça règle le problème des gens? Est-ce que ça permet d'amoindrir les souffrances des gens, ce qu'on appelle les pain points, donc dans un langage un peu plus marketing. Donc là, partant de ce constat-là, je me suis dit peut-être ce serait intéressant de voir est-ce que l'approche design thinking permettrait aussi de structurer les activités qu'on pourrait réaliser dans une salle de classe, donc notamment les activités dans un cours basé sur projet. Donc là, c'était un peu le constat de départ. Donc, je me suis motivé vraiment à aller tester cela. Donc peut-être avant de rentrer vraiment dans le vif de ce sujet-là, le lien entre design thinking et la pédagogie, donc quelques mots sur la méthodologie de design thinking, pour les personnes qui connaissent peut-être un peu moins, c'est que design thinking, ça vient du monde de management et donc la conception des produits et services notamment. C'est très populaire dans le monde de l'innovation. Souvent, on voit les cartons en couleur, les post-its, dans le monde de conduite du changement, dans les startups. Donc, ça fait quelques années qu'on en parle, depuis notamment les années 80-90. Donc, c'est une méthode de création. Qui dit une méthode, c'est un ensemble d'objets, c'est une philosophie, c'est un processus, c'est un ensemble d'outils également, qui permet d'impliquer fortement l'utilisateur final. Donc, en l'occurrence, l'utilisateur final, ça peut être la personne qui est concernée par le produit ou le service apporté par une entreprise, ou ça peut être un professeur qui développe son cours et donc là, design thinking, ça pourrait servir également pour développer ce cours. Donc là, l'utilisateur final, en l'occurrence, ce serait l'étudiant de l'étudiant.
Donc, on fait cet exercice d'implication fortement des utilisateurs finaux. Donc, on met bien évidemment tout un vocabulaire derrière l'utilisateur final, ses besoins, ses attentes. Donc, on va développer de l'empathie pour la personne, pour l'utilisateur, donc en amont du développement d'une solution finale. Donc là, la solution pourrait à nouveau, ça peut être un système, imaginons un produit ou un cours ou une ville intelligente, ça peut être plusieurs choses. Donc, quelques mots très rapidement sur donc les personnes qui ont on va dire, qui sont à l'héritage du design thinking. Donc, le design thinking se rattache donc aux travaux des penseurs tels que l'économiste et sociologue très connu, donc Herbert Simon, lauréat de Nobel, qui voit le design comme une façon de penser, way of thinking, ou encore d'autres personnes comme Donald Norman qui ont écrit des ouvrages sur user-centered design, et notamment son ouvrage dans les années 88 qui est sorti sur The Design of Everyday Things, qui a changé. Donc, le postulat qu'on avait au départ, c'est que là, si un utilisateur a un problème avec un produit ou service, ce n'est pas de sa faute, ça pourrait venir d'un problème de conception, en fait, derrière. Donc, je ne vais pas vous vraiment ennuyer avec les détails, on va dire, de l'histoire de Design Thinking, mais une personne peut-être clé dans l'histoire de Design Thinking à retenir, c'est Tim Brown, qui a commencé à communiquer sur la méthodologie Design Thinking à partir des années 90, et notamment en 2009, dans les années 2000, il a fait des conférences un peu partout dans le monde, et donc il a fait connaître, on va dire, la méthodologie Design Thinking, notamment avec son ouvrage Design by Change en 2009. Donc, un rappel également sur le processus de Design Thinking, c'est que souvent, c'est un processus qu'on voit en 3 étapes, 5 étapes, 10 étapes, peu importe le nombre d'étapes. Il y a quand même une logique, on va dire, dans ce processus, et notamment un processus divergent et convergent. Parfois aussi, on fait l'analogie entre cette méthodologie avec une autre méthode anglaise qui s'appelle double diamant pour divergence et convergence. Donc, on diverge au début, donc dans la phase de découverte, compréhension de problèmes, pour réellement ratisser de façon très large pour comprendre quels sont les problèmes et quelles sont les douleurs qui sont les douleurs des utilisateurs, pour après, à partir de là, interpréter, analyser ces données collectées, pour ensuite converger dans la phase 3 vers la conceptualisation de quelque chose. Donc, on conceptualise d'abord un problème bien défini, et ensuite, à partir de là, on commence à diverger, à proposer des solutions. Bon, là, c'est vraiment un résumé en 30 secondes du processus de la méthodologie Design Thinking. Il y a bien évidemment plusieurs ouvrages que vous pouvez consulter. Donc, ce qui est cassé en fait comme processus Design Thinking par rapport aux approches, on va dire, encore plus traditionnelles, parce que le Design Thinking, ça devient aussi quelque part une approche classique, on va dire, de conception. C'est comme ça qu'on fait de la conception depuis la nuit des temps. Vous allez dire peut-être, c'est du gros bon sens finalement. C'est quoi l'apport? L'apport, justement, c'est un processus qui s'oppose au séquençage, on va dire, très traditionnel de la conception, où il y a des phases étanches, c'est-à-dire on fait de l'analyse, on fait de la conception, ou ce qu'on appelle aussi dans le monde de gestion de projet waterfall. Donc là, il y a de l'agilité aussi qui viendra derrière. Donc là, on n'est plus sur la base des compétences, on va dire, très cloisonnées, donc on casse les murs pour réellement concevoir de façon utile et pour finalement, à la fin de ce processus, ici, arriver à quelque chose qui crée de la valeur. Donc ça, c'est la méthodologie de Design Thinking. Il y a plusieurs outils qui sont associés à cette méthodologie. Bon, là, c'est une cartographie pour juste vous montrer le pléthore, on va dire, d'outils qui existent autour de la méthodologie de Design Thinking. Souvent, des outils de visual management. Donc là, c'est plutôt des canevas visuels qui sont des outils très forts et donc qui permettent de prendre des décisions rapidement et avancer dans les processus. Parfois, ça peut être aussi de l'analyse, on va dire, un peu parfois sémantique, parfois même analyse un peu plus poussée. Par exemple, quelles sont les causes endogènes, exogènes d'un problème. Il y a un certain nombre d'outils qui existent pour cadrer la réflexion. Donc, là où j'arrive vraiment au cœur de ma présentation, j'espère que je n'ai pas dépassé le temps jusqu'à maintenant pour arriver à la moitié, c'est que concernant l'application de la méthodologie Design Thinking, donc une revue de la littérature, donc sur on va dire en conception et donc sur les modèles, on va dire pédagogiques, ont 3 types d'application de la méthode Design Thinking. Premier type, on va dire d'application, c'est une méthode qui sert de support, on va dire, de conception pédagogique de cours. Donc, ça concerne les enseignants, bien évidemment. On entend parler des approches comme ADIE ou autres, ou SAM. Donc, Design Thinking en est une autre. Il y a un ouvrage, il y a un guide qui est sorti par IDEO, donc l'équipe de Tim Brown,
qui travaille sur la méthodologie Design Thinking, sur le guide qui s'appelle le guide de Design Thinking pour l'enseignant, justement. Je recommande ce guide-là. Donc là, ça permet vraiment de comprendre quelles sont les problématiques des étudiants, comment on va développer un cours pour répondre aux besoins de nos utilisateurs, qui sont des étudiants en l'occurrence. Donc, en l'occurrence, Design Thinking devient un support outillé au service de la création, la conception, la scénarisation de cours. On pourrait voir une autre, on va dire, application qui va être Design Thinking comme une stratégie pédagogique pour la réalisation des activités du cours. Donc là, en l'occurrence, ça concerne directement les étudiants, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans une prise en main de la méthode Design Thinking par les étudiants. Et surtout, là où j'ai fait quelques expérimentations, c'était vraiment dans les cours où il y a vraiment un projet d'innovation ou un projet tout court qui est donné aux étudiants. Et donc, ils vont suivre les étapes de Design Thinking sans vraiment trop rentrer dans les détails ou dans la liste, la cartographie des outils que je vous ai montré, mais en préconisant un certain nombre d'outils et un certain nombre d'étapes, notamment au tout premier, on va dire les toutes premières des étapes de processus de Design Thinking. Et puis, il y a une troisième application qui est Design Thinking, c'est enseigné comme soft skills. Donc, par exemple, dans le cadre des cours en gestion, en innovation, en ingénierie, donc moi-même, j'ai eu la chance de l'enseigner, mais c'était vraiment une méthodologie qu'on enseignait, pas nécessairement comme un support de réalisation d'activités où derrière, on faisait quelques démonstrations ou réalisait éventuellement une activité ou pas. Là où j'aimerais faire un focus, c'est sur cette application où Design Thinking pourrait devenir en fait un support de réalisation d'activités pédagogiques. J'ai eu la chance de donner un cours sur la résolution collaborative de problèmes. Donc là, vous allez me dire que le sujet s'y prête bien aussi parce que là, on enseigne un peu Design Thinking, bien évidemment, certes. L'expérience que j'ai eue, en fait, c'était, j'ai eu la chance d'enseigner ce cours à différents niveaux, donc sur plusieurs durées. Donc, c'était un atelier d'une journée. Une fois, c'était pour le niveau maîtrise des étudiants en ingénierie qui ne connaissaient absolument pas la méthodologie Design Thinking, qui n'avaient aucune idée de ce que c'était ou qui ne connaissaient même pas parfois les méthodes de conception, suivant les enquêtes que je faisais au début des cours. J'ai réalisé ça également sur un format de 4 jours, donc 4 jours consécutifs avec des ateliers dans les après-midi, et puis également 5 ateliers où c'était vraiment des 5 ateliers, des journées entières avec des étudiants en doctorat. Et le but, c'était de savoir est-ce qu'à partir de leur projet de doctorat, on pourrait arriver à une valorisation quelconque des résultats de leur thèse de doctorat en appliquant la méthodologie Design Thinking. Pareil, aucune de ces publications dans ces 3 contextes que j'ai décrits ne connaissaient pas la méthodologie Design Thinking, on n'avait pas suivi en fait de cours sur la méthodologie Design Thinking. Donc, la force que j'ai vue en fait dans l'application de Design Thinking comme un processus support de réalisation d'activités, après je vais vous détailler un tout petit peu brièvement comment ça s'est passé et comment concrètement ça s'est mis en place, c'est qu'on met une série de 5 compétences essentielles à la résolution, en l'occurrence c'était de problèmes, ou à la réalisation de projets, on pourrait dire. Et donc là, la première étape, on va dire la première compétence consiste à explorer et questionner ensemble les connaissances profondes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire connaissances profondes? Bien évidemment, c'est un terme également que j'enseigne du coup en parallèle avec l'enseignement de la méthode de Design Thinking, c'est-à-dire quelles sont les connaissances qu'on aimerait collecter, qu'on aimerait avoir. Donc là, ça sort un peu de contexte, on va dire, des problèmes ou des besoins des utilisateurs qui pourraient être parfois réducteurs. Donc, on va parler vraiment des connaissances. Qu'est-ce que j'aimerais savoir dans ce projet pour pouvoir réussir dans ce projet-là? Donc là, on va vraiment commencer à diverger de façon très, très large. Donc, deuxième compétence, c'est interpréter et débattre des enjeux. Et donc là, de créer des liens entre ces connaissances profondes. Là, j'ai lâché ce mot, on va dire connaissances profondes. Et puis derrière également, comprendre quelles sont les causes et les conséquences de ces problèmes, de ces différentes connaissances que nous avons identifiées, et puis par la suite conceptualiser de manière abstraite donc un problème dans un premier temps, donc un problème, donc ça un autre mot, on va dire, de vocabulaire proposé, un problème utile entre guillemets. Vous allez peut-être dire un problème ne peut pas être utile, ça ne veut rien dire, mais la réponse qu'on pourrait apporter à ce problème-là pourrait être utile. Donc là justement, on met l'accent très rapidement sur
la définition d'un problème et l'utilité de quelque chose qu'on va apporter comme solution. Donc, un problème pertinent, c'est-à-dire un problème utile, c'est un problème pour lequel il n'y a pas de solution pertinente dans le monde aujourd'hui ou sur le marché, par exemple. Et puis, derrière, les gens sont très concernés, donc il y a des problèmes et des causes et des conséquences importantes. Et enfin, donc, on va vers la proposition d'une solution qu'on va développer, expérimenter. Donc ça, c'était dans un contexte où il y avait des projets d'innovation qui ont été donnés, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans un contexte particulier, des sujets très divers et variés que je propose dans le cadre de ces ateliers, dépendant du public. Par exemple, comment pouvons-nous réduire, proposer une solution pour amoindrir les conséquences des chutes chez les personnes âgées, donc, qui est une problématique très importante de la société aujourd'hui. Par exemple, comment aider les gens à mieux trier les déchets chez eux. Donc là, ça peut être vraiment des sujets de tous les jours. Donc là, on est vraiment dans le design de everyday things, donc là, des objets de tous les jours. Après, derrière, ça, c'était une expérience, on va dire, dans un contexte particulier. Derrière, ce que j'avais fait, donc là, juste pour montrer qu'il y avait des sessions de façon itérative qu'on a essayé de réaliser et donc de façon agile, mais sans trop rentrer dans l'agilité, parce que trop d'agilité, puis l'agilité, je pense que André va longuement en parler de ce sujet d'agilité. Justement, agilité à prendre avec des pincettes et ne pas tomber dans l'écueil de l'agilité. Ça veut dire que là, je prends quelque chose et tout de suite, je propose des solutions. Donc là, on risque de se prendre des murs, malheureusement. Donc, ce qui arrive souvent dans la réalisation des projets. Juste un dernier exemple pour finir, c'est que nous avons testé à l'université de Hearst donc sur un cours, donc un module de 4 jours, sur réaliser un projet. Donc là, en l'occurrence, on est dans le sujet de sociologie, donc sur les inégalités sociales. Donc le professeur souhaitait aborder, réaliser ce projet-là avec une méthodologie support. Donc sur 4 jours, en l'occurrence, ça tombe bien. On pourrait appliquer ces 3-4 étapes, on va dire, clés de la méthodologie Design Thinking. Et donc là, en l'occurrence, Design Thinking, ça s'y prêtait bien pour réaliser ce type de projet. Bien évidemment, il y a des limites. Il y a des limites, on ne peut pas l'appliquer peut-être partout. Méthodologie Design Thinking, ce n'est pas une méthode qui est parfaite. Je pourrais me permettre de dire que moi-même, je suis le critique numéro 1 de cette méthodologie parce que je vois que parfois, notamment d'un point de vue d'usage des outils, on commence à vraiment utiliser des outils et de la méthodologie Design Thinking un peu n'importe comment, sans vraiment comprendre quelles sont les finalités de ces outils-là, pourquoi on utilise un tel outil dans un tel contexte. Donc, bien évidemment, il faudrait qu'il y ait un accompagnement et donc qu'il y ait une compréhension également. L'enjeu, là, sur le cours sur la sociologie dont je vous parlais, c'est que le professeur, en l'occurrence, lui-même, il ne connaissait pas nécessairement la méthodologie Design Thinking. Donc, ça demandait quand même également un peu de temps de préparation et d'apprentissage du côté de professeur pour être capable ensuite de l'appliquer derrière. Donc, je pense que j'ai fini à peu près mon exposé, donc je pourrais vous laisser quelques références. Donc, je pense que l'exposé étant enregistré, je pourrais communiquer également les diapositives si besoin aux personnes qui sont intéressées. Donc, notamment le Design Thinking pour les enseignants, c'est un guide qui existe, donc qui est publié par IDEO et donc par une école aux États-Unis dans l'État de New York, me semble-t-il. Et puis également, il existe un pléthore d'outils, de références, et donc il y en a pas mal aussi qui parlent de lien entre design thinking et la pédagogie.